Tiens, j'ai quelqu'un qui me dislike, les amis. Ah ouais, sur toutes les vidéos du G1 Climax, paf, un dislike. Hop, sur celle du G1 d'avant, paf, un dislike. Le mec il dislike tout. Mais qu'est-ce que t'as à faire? T'as que ça à faire, mec. Enfin voilà, bref, j'ai vu ça, j'ai rigolé. Je fais, oh, bon, je suis obligé d'en parler un peu parce que moi, clairement, je m'en fous. Hein. Bon, des fois, je demande des likes et tout ça, mais j'aime autant qu'il y ait 7 likes et que ça soit 7 personnes qui ont vraiment aimé ce que j'ai fait comme vidéo, que ça soit des likes entre guillemets forcés ou c'est juste des potes qui viennent liker la vidéo parce qu'il faut liker. Moi, voilà, je demande parce que c'est un peu le truc habituel des youtubeurs, on va dire, mais je me considère pas vraiment comme un youtubeur. Moi, je suis plus un podcasteur qui sert de la plateforme de YouTube pour faire des vidéos, pas monter tout ça. Moi, voilà, je parle et c'est pour ça aussi que je pense que vous regardez la chaîne des Rebus du Catch, c'est parce que bah voilà, c'est plus des vidéos à écouter que des vidéos vraiment à regarder. Et c'est ça qui compte. Là, la personne, elle se fait chier à aller cliquer sur toutes les vidéos pour dislike. On m'explique la débilité du mec ou pas? Je ne sais pas. Peut-être de la fille, mais bon, ça m'étonnerait. Enfin, en tout cas, c'est quelqu'un qui m'en veut à moi, hein, parce que c'est que sur les vidéos où il n'y a que moi, hein, sur les podcasts où il y a Minou et moi, il n'y a pas de dislike. Donc voilà, c'est quelqu'un qui m'en veut. Bah, c'est pas grave. Tu sais quoi? On peut pas plaire à tout le monde et je m'en fous. Moi, je fais ça pour ceux qui m'aiment et qui regardent la vidéo la chaîne des Rebus du Catch. Et je fais ça du coup pour tous ceux qui me soutiennent, voilà, qui me soutiennent et ça fait toujours plaisir d'avoir des bons commentaires. On peut pas plaire à tout le monde dans la vie, donc je m'inquiète pas, c'est pas grave. Si ça te fait plaisir, si t'as vraiment que ça à faire dans ta pauvre vie, continue à me dislike et ça fera toujours plaisir. Mais en tout cas, voilà, c'est marrant. Je voulais en parler rapidement avant de commencer ce journal du D1. J'ai pris trop de temps là-dessus, mais voilà, j'étais un peu obligé. Et comme je m'exprime très très mal à l'écrit, je préfère clairement le faire à l'oral en vidéo. Voilà. Bref, c'était la parenthèse, comme dirait un certain Link the Sun, voilà, qui vient de Brest également. On aime bien mettre des parenthèses à Brest. En tout cas, bienvenue à tous, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Cody McLeod pour la chaîne des Rebus du Catch, pour le journal du D1 Climax. Et j'espère que toi qui vas regarder cette vidéo, toi qui as envie de la regarder, voilà, j'espère que ça va te faire plaisir. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui me soutiennent et ça fait super plaisir. Je souhaite d'ailleurs la bienvenue à Excalibur, ouais, je crois, un nouvel abonné. Voilà, j'ai vu juste avant de tourner la vidéo qu'il y avait un nouvel abonné, Excalibur. Donc je te souhaite la bienvenue chez les Rebus du Catch. Si tu regardes cette vidéo, voilà, bah dès que je vois un nouvel abonné, j'essaye de l'accueillir, de dire bah, bravo, bienvenue, bah bravo non, bravo de t'être abonné, non bah bienvenue chez nous, voilà, et bienvenue à vous tous, en tout cas merci à vous, ça fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le journal du D1 Climax. Aujourd'hui on va faire la review du day 13 et 14, donc voilà, et juste avant de commencer, voilà, un grand merci à vous tous. Je sais que vous êtes en moyenne entre 70 et 80 à regarder toutes les vidéos. L'année dernière c'était un peu plus de vues, mais il y avait quand même des vidéos qui ont fait 40 vues. Donc c'était hyper pas du tout constant et je suis très content de voir que mes vidéos font en moyenne, voilà, une moyenne de 70 personnes qui suivent ça. Je suis qu'un pauvre mec avec une casquette qui parle devant son micro. Donc voilà, merci à vous tous de votre soutien, ça fait super plaisir. Je suis content de voir des messages et des gens qui me disent que continue tes reviews, c'est cool, ça fait plaisir, c'est intéressant ce que tu dis, tout ça. Donc voilà, merci à vous tous. Et puis bah ceux qui m'aiment pas, c'est pas grave, on s'en fout. Voilà, moi ça me fait rigoler, j'en rigole. S'il veut continuer à dislike, il a qu'à faire, ça fait plaisir. En tout cas voilà, merci à tous et on va du coup partir pour cette review du day 13 et 14 et je peux vous dire les amis, on en a eu des bons matchs, hein. On en a eu des très bons matchs. Alors clairement j'ai passé un peu certains matchs parce qu'on arrive en fin de G1 Climax et il y a des matchs que peut-être qu'en début de G1 j'aurais maté à fond, mais là voilà, on arrive à un moment où bon, il y a des matchs qui sont un peu moins intéressants sur le papier et on sait que ça peut rien changer dans le classement de finale. Donc voilà, je me suis pas attardé trop dessus, je vais quand même en parler, mais bon voilà, c'était pas des matchs hyper intéressants. Donc voilà, j'en parlerai quand même bien entendu, mais je vous dirai lesquels quand on va arriver au match, voilà, tout simplement. Donc c'est parti pour la review du day 13 et 14. On va essayer d'aller assez vite et on va passer directement avec le premier combat de cette journée 13. Donc c'était le groupe A, voilà, le groupe A. Donc après ce match là et après cette journée là, il restera plus que 2 matchs dans chaque groupe.
Donc voilà, on arrive sur la fin. Il reste 4 journées en tout dans les journées plus la finale, donc 5 journées en tout d'une G1 Climax. Voilà, on arrive à la fin. J'ai vu Yamamoto Forever qui m'a dit allez, courage Cody, on arrive à la fin. Mais oui, t'inquiète pas mon ami, je suis assez motivé, c'est juste la fatigue, voilà, hein, c'est assez fatigant. Puis c'est pas comme si je regardais que le G1 Climax à côté. J'essaye quand même de m'y intéresser à la WWE. Là, j'ai regardé un peu Triple Mania, je vais vous en parler jeudi prochain pour le retour de Revue Hebdo. Voilà, on avait fait une petite pause parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire. Mais là, la semaine prochaine, on y reviendra sur Triple Mania, sur SummerSlam, bien entendu. Et donc voilà, et je regarde aussi pas mal de pourros à côté. La 01, là, il y a eu un petit match entre Yuji Ino et Masato Tanaka qui était vraiment très très bien. Si vous aimez la bagarre, il faut le regarder. Bref, on part du coup du côté de chez NJPW. J'ai fait 5 minutes où j'ai pas parlé de NJPW, ce n'est pas bien du tout. Je m'en excuse. Donc, bref, voilà, le premier combat, donc c'était Kenta contre Bad Luck Fale. Donc c'était, hop, je reprends mes notes, elle est là, voilà. Non, c'est pas ça du tout, je fais n'importe quoi, je m'en excuse, tac, voilà. Donc Kenta contre Bad Luck Fale, Kenta qui avait 8 points, Kenta qui avait super bien commencé. Il a eu sa défaite contre Okada et là, voilà, c'est la descente aux enfers. C'est très logique, très habituel dans le G1 Climax pour mettre en avant des catcheurs, pour montrer qu'ils sont quand même importants. Ils les font gagner au début pour bien leur faire rentrer. Puis après, voilà, il y a on va dire une défaite qui les fait un peu se décourager pour la reste du tournoi. Et là, voilà, la défaite contre Okada pour Kenta, ça a été assez fatal. Face à lui, il avait Bad Luck Fale qui a 2 points. Bad Luck Fale qui est vraiment le seul catcheur vraiment pas très intéressant dans ce G1 Climax. Il n'a pas fait des grands combats. Il n'y a aucun combat où je me suis dit putain ouais il est à voir. Je crois pas que j'ai dit qu'il y avait un combat à voir de Bad Luck Fale. Si peut-être contre Lance Archer parce que c'est un combat de big man, donc c'était assez différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais là voilà, encore une fois ce match là, ça fait partie des matchs que je me suis clairement pas intéressé. C'était nul, voilà, la hit était pas intéressante. Il y a eu Jado qui est intervenu comme d'habitude, Chase Owens qui est intervenu comme d'habitude. C'est pas intéressant, c'est pas bien. Bad Luck Fale, j'espère que ça sera la dernière année qui sera dans le G1 Climax. Il commence à plus être vraiment intéressant, hein, voilà. Kenta a fait ce qu'il a pu, il s'est fait quand même entre guillemets en fin de match parce que voilà, Chase Owens, Jado est intervenu, du coup ils ont fait perdre Kenta contre Bad Luck Fale. Bon après ils l'ont fait perdre hyper sale, donc clairement pour le coup il se fait pas, c'est pas un peu, on peut pas considérer ça comme un dépush ou autre, hein, bien sûr, bien entendu, mais bon voilà, c'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf, hein. J'ai regardé rapidement ce combat, hein. Je l'ai vu en live, j'avais un œil sur le match et en même temps je faisais autre chose à côté, hein. Clairement c'était, voilà, c'est pas bon Bad Luck Fale, c'est pas très intéressant, victoire du coup de Bad Luck Fale qui se retrouve avec 4 points et Kenta qui continue sa descente aux enfers entre guillemets avec 8 points. On enchaîne du coup les amis avec un match que j'attendais pas mal parce que j'aime bien les deux et il y a un des catcheurs que j'en attendais le moins dans ce G1 Climax et qui clairement est parmi mes catcheurs préférés de ce G1 Climax. Je veux parler bien sûr de Lance Archer qui avait 4 points avant ce combat contre Zack Sabre Jr. qui avait également 4 points. Donc c'était un match entre deux membres du Suzuki Gun, parce que ouais, peut-être on l'oublie un peu, mais Zack Sabre Jr., on sait qu'il fait partie du Suzuki Gun, hein. Voilà, il a été en équipe avec Minoru Suzuki, il a été même champion Rev Pro par équipe avec Minoru Suzuki, pas encore du côté du Japon, mais peut-être, hein, on sait jamais, j'aimerais bien, ça donnerait un peu de frais à la division par équipe, si on aurait une équipe Zack Sabre Jr. et Minoru Suzuki, ça serait plutôt pas mal, moi je le demande depuis pas mal de temps, et donc Lance Archer qui est également membre du Suzuki Gun. Donc voilà, c'était bien parce que même s'ils font partie de la même faction, ils se sont dit voilà, c'est le G1 Climax, on se met dans la gueule, hein, peu importe si on s'apprécie ou pas, le but c'est de gagner contre son adversaire. Et j'ai vraiment adoré le tout début du combat où clairement on sent que voilà, Zack Sabre Jr. c'est le technicien, donc il va essayer à chaque fois de faire des clés de bras, de faire tomber Lance Archer grâce à ses clés de bras, tout ça. Et puis Lance Archer, voilà, lui c'est la force brute, sa grande taille, tout ça, donc il résiste à tout ça et lui dit non mais tu vas pas me faire tomber, laisse tomber quoi. Et ça j'aime bien, j'adore les différences de style. Et Lance Archer il est vraiment bon contre tous les styles de catch en fait. Il peut être bon contre un mec qui est hyper complet comme Okada,
qui est un gros babyface, et du coup il joue sur le fait babyface, heel, voilà, assez classique. Il peut être bon contre un mec comme un Night Flyer, hein, un de ses meilleurs combats lors de ce G1. C'est contre, pardon, je m'excuse, je parle un peu mal aujourd'hui. C'est contre Will Ospreay. Lors de la première journée, voilà, il avait fait un super combat, mais il en a fait d'autres. Contre Kota Ibushi, c'était vraiment super cool aussi. Et là, voilà, contre Zack Sabre Jr., pareil, c'était vraiment très très bien, un très bon match. Ça bouge très bien. Il y a un contre, à un moment, je me souviens, de Zack Sabre Jr., où Lance Archer va partir pour son bounce. Hein, c'est le coup d'épaule, voilà, à la NFL, football américain, bien entendu. Bon, là, j'ai un maillot des Philadelphie, c'est pas mon équipe préférée, mais bon, je l'ai pas payé cher, donc je l'ai pris. Mais voilà, il va faire un coup un bounce à la football US. Et donc, Zack Sabre le voit arriver, il le voit arriver en courant, et là, il le chope, il lui fait un espèce de. Je crois que c'est un octopus qu'on appelle ça, si je dis pas de conneries. Et, euh, et franchement, là, c'est une super soumission, ça marche très très bien. Et il y a plein de moves comme ça. Lance Archer est encore une fois très très agile dans ce combat. Il ne fait pas de moonsault si je m'en souviens bien, mais il fait toujours sa marche sur les cordes à la Undertaker. C'est très très bien. C'est vraiment un très bon combat. Il n'y a aucun temps mort. J'ai trouvé que c'était du total non-stop action. TNA. Voilà. C'était vraiment bien. J'ai bien aimé. C'était cool. Bon, il y avait un petit peu de temps mort, un peu de hit, mais rien de dérangeant, on va dire. Donc voilà, c'était très cool. Victoire de Zack Sabre Jr. sur un espèce de crucifix pin. J'ai pas trop capté ce que c'était. J'ai noté crucifix pin. Si vous avez le mot complet, le nom de la prise complète, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Mais voilà, c'était vraiment un très bon combat. J'adore Lance Archer. C'est vraiment un de mes chouchous. Hein. Franchement, j'aimerais beaucoup. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si vous voulez, mais j'aimerais beaucoup le voir avec un titre, quoi. Ça serait cool. Le titre US. Je pense que le titre US, ça serait bien. Si il prend le titre US à John Moxley, je crie pas au scandale. Hein. Je pense que Juice va le récupérer. Mais si on fait Juice Lance Archer pour le titre US, c'est cool. Mais pourquoi pas même pour le titre Never contre Ishii, ça pourrait être très très sympa. Donc voilà, à voir en tout cas, à voir ce que ça va donner. Mais bon voilà, en tout cas c'était un très très bon combat. J'ai noté que c'était un match à voir. C'est pas un match incroyable non plus, hein, attention. Mais ça reste quand même un match à voir. C'était vraiment très très sympa. On enchaîne les amis avec Will Ospreay contre Evil. Will Ospreay qui est déjà éliminé. Il ne peut rien gagner dans ce combat, tout comme Lance Archer et Zack Sabre Jr. Hein, voilà, maintenant on va commencer à réfléchir un peu dans le classement qui peut encore gagner tout ça. Je ferai le résumé à la fin de la review de ce groupe-là. Will Ospreay, donc du coup, qui avait 4 points, et Evil qui avait 6 points. Evil qui est encore en liste. Attention. Tout dépend du résultat de Sanada contre Okada en fait, c'est ça. C'est que si Okada gagne, c'est baisé, il pourra pas gagner. Mais par contre, si Okada perd contre Sanada, Evil aura peut-être une chance parce que j'y reviendrai. Mais Evil, son prochain combat, c'est contre Okada. Et là, ça va être très important. J'y reviendrai. Du coup, dans ce combat, c'est cool encore une fois. Hein, on a la vitesse de Ospreay qui de toute façon, Ospreay, clairement, il est tellement excitant dans un ring, tellement cool à voir dans ses flips, dans sa façon de bouger, dans son charisme, que on peut limite lui mettre un balai face à lui, ça marcherait. Donc franchement, moi il y a très peu de matchs de Ospreay, je me suis dit c'est moisi quoi. C'est rare, ça m'est peut-être déjà arrivé, mais c'est rare quoi. Moi j'ai pratiquement toujours trouvé bien, même contre Bad Luck Fale, j'ai pas trouvé ça dégueulasse. J'ai entendu certains podcasteurs, youtubeurs qui ont dit que c'était nul contre Bad Luck Fale. J'ai pas trouvé Will Ospreay Bad Luck Fale aussi horrible que ça, clairement, comparé à Bad Luck Fale Kenta par exemple. Donc voilà, c'était cool. Moi j'aime bien parce que dans ce genre de combat, encore une fois, avec deux styles de combattants différents, c'est que chacun prend l'avantage en fonction de son style. Donc ça c'est cool. Will Ospreay prend l'avantage grâce à sa vitesse, à ses moves de hat fly. Et Evil grâce à sa force, même si c'est un petit gabarit niveau taille, on va dire. Il a un peu le même physique que Shingo Takagi, hein, Evil. C'est un peu le même gars, hein, on va dire. C'est un peu le même style. Striker, pas trop technicien, plus striker on va dire, grappleur, brawler, voilà c'est un peu ça le style de Evil. Et donc voilà, lui il prend l'avantage à chaque fois grâce à sa force, tout ça, donc c'est cool. Et donc voilà, un match très équilibré du début à la fin. C'était vraiment très très bien, franchement très très bien. Et donc voilà, victoire, j'ai envie de dire assez surprise, même si j'ai regardé un peu les prochains matchs de Will Ospreay la prochaine journée. Il rencontre Kenta. Et vu la descente aux enfers d'un peu de Kenta, je pense que Will Ospreay va prendre la victoire sur Kenta.
parce que bon voilà, il faudra lui faire gagner contre un gros nom. Kenta, ça reste quand même quelqu'un qui est voilà, ça va être un gros nom chez NJPW, c'est sûr. Donc je pense que le faire gagner contre Kenta, ça serait plutôt pas mal. L'ami Will Ospreay, mais donc voilà, donc victoire de Evil avec un Everything is Evil. Victoire donc de Evil qui a 8 points. Et Ospreay qui a 4 points, donc Evil qui est mathématiquement parlant, il n'est pas encore éliminé. Tout dépend si son ami frère de Lost in Gorbana Blast des Rapon, Sanada va gagner oui ou non contre Okada, mais ça j'y reviendrai. Et en plus de ça, Evil va affronter Okada lors de la prochaine journée, donc c'est pour ça que je vous dis que en fonction du match, bon vous le savez, Sanada a gagné contre Okada, donc en gros Okada a toujours 12 points. Et Evil, lui, il va arriver au moment où il va affronter Okada. Donc s'il gagne, il passe à 10 points. Et Okada sera toujours à 12 points. Donc tout est encore jouable. Ça va être compliqué pour qu'il gagne le tournoi. Enfin, qu'il aille en finale, hein, du bloc A contre bloc B. Ça va être assez compliqué pour Evil. Mais sait-on jamais, c'est ça aussi la puissance et le truc cool dans le G1 Climax. Donc voilà, on va voir par la suite bien entendu. Mais en tout cas voilà, c'était un très bon match. J'ai noté bien sûr un match à voir. N'hésitez pas, ça passe très très bien encore une fois. Hein. C'est du Will Ospreay, ça bouge bien. Puis contre quelqu'un comme Evil, ça marche plutôt pas mal. J'étais pas un grand fan d'Evil, mais franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup de plus en plus. Je le trouve vraiment assez intéressant. On enchaîne les amis avec la suite de cette journée du bloc A. C'était Hiroshi Tanahashi contre Kota Ibushi. La revanche de la finale de l'année dernière. Excusez-moi, j'ai mangé un petit burger à midi. Et du coup voilà, comme d'habitude. De toute façon, dès que je parle NJPW, j'ai des remontées. Je m'en excuse. Je sais que c'est pas propre, mais voilà, j'y peux rien. C'est mon corps. Mon corps me fait, me parle. Bref, donc revanche de la finale de l'année dernière. Donc j'avais quand même, ça faisait partie des matchs que j'attendais énormément parce que l'année dernière j'avais adoré cette finale. Je trouvais que c'était du grand catch, du très très bien construit. C'était cool, il y avait rien à dire de mauvais. Tu peux pas dire que c'est mauvais. Tu peux ne pas aimer ce style de catch qui est un peu ça prend son temps, c'est assez technique, ça bosse une jambe ou un bras, peu importe. Voilà, il y a une storyline, il y a une storytelling, pardon. Il y a une ils essayent de construire une histoire dans le match. Et ça, tu peux ne pas aimer si tu es adepte des Spotfest ou des Sludgefest ou ou ce genre de trucs. C'est sûr que les matchs à la Tanahashi, à la Okada, t'aimes moins, un peu moins, parce qu'il y a moins de moves extraordinaires, mais c'est beaucoup plus posé dans la construction. Et là, donc pour le coup, ils ont refait un peu le même style de match que l'année dernière, en mélange entre les gros moves quand même de Ibushi, qui fait quand même des gros spots, et puis la classe absolue de Tanahashi. Tanahashi, pour moi, alors je m'en excuse si vous aimez pas Tanahashi et que vous considérez comme un gros fan de catch hardcore, et je pense qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'aiment peut-être pas Tanahashi, mais qui se considèrent comme des gros fans de catch, et ça vous pouvez, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que Tanahashi est vraiment un catch tellement hyper technique qu'il faut aimer tous les petits détails et tout pour apprécier son catch. Si on a tendance à pas trop faire gaffe aux petits détails de placement, de machin et tout, on a peut-être tendance à se dire ouais, je vois pas pourquoi Tanahashi est aussi over, tout ça. Je pense à quelqu'un comme Mika, je sais qu'il suit toutes les vidéos du G1 Climax et que c'est son premier G1 Climax, c'est un des viewers, des grands viewers des revues du catch, vous êtes tous grands, mais lui voilà, c'est le haut cador Mika, hein, c'est chez les revues du catch. Lui, c'est son premier G1 Climax qu'il suit en full. Et Tanahashi, il n'arrive pas à accrocher, il le trouve pas si exceptionnel que ça. Et je peux le comprendre parce qu'il a un catch assez. Il est niveau expert, quoi. Et voilà, il est niveau expert de la passion du catch, Tanahashi. Il fait rien d'exceptionnel, mais il y a des petits détails qui sont extraordinaires et qui sont et une fois que tu vois ces petits détails-là de placement, de machin, tout ça. T'arrives, moi Tanahashi c'est vraiment un de mes kiffs, j'adore Tanahashi. Il y a peu de matchs de Tanahashi où je me fais chier. Par contre, il faut que je sois hyper en forme quand je regarde son catch, parce que voilà, il a un style de combat assez lent, il prend son temps, ça raconte un truc, ça bosse la jambe, ça machin.
Voilà, c'est ça. Après, je comprends que tout le monde n'aime pas et je comprends par exemple que les gens préfèrent plus un catcher un peu plus fou que Kota Ibushi qui te sort des grosses potes. Un peu dans le même délire que Tanahashi, mais plus avec le côté un peu taré parce qu'il te sort des grosses potes, hein, comme la German donc de Lepron vers le ring où il monte sur la deuxième corde, il fait une German au mec, comme ça il a fait là sur Tanahashi. Tanahashi qui tombe plutôt bien pour le coup, mais on l'a déjà vu hein, sur Naito, cette German où Naito tombait carrément sur la tête. Donc voilà, il arrive à faire toujours des grosses prises comme ça côté Ibushi. Et ça c'était cool. Il y a eu un moment, un petit concours de claques à la russe là. Paf, les grandes claques dans la gueule. Vers la fin du combat, il y a eu ça. J'ai trouvé ça super cool. Le côté agressif, le côté un peu prétentieux de Ibushi qui met une grosse claque comme ça à Tanahashi. Et Tanahashi qui fait mais qu'est-ce que tu fais? Je suis lace quoi. Et paf, paf, ça se met des claques dans la gueule. Ça se met bien dans la tronche. C'était vraiment très très cool. Ça m'a vraiment fait penser au concours des Russes. Là, les grosses paf dans la gueule. Peut-être que je ferai une vidéo un jour là-dessus. C'est n'importe quoi ce truc. Je sais pas si vous connaissez les concours de claques en Russie là. Les mecs ils ont des mains mais des fois 10 la mienne toi et blah, des grosses claquasses dans la gueule. Ça c'est du strong style ça. Ça c'est Steve à mort. Ah ouais non c'est autre chose. Donc voilà, donc ça c'était vraiment très très cool ce moment là. Puis à la fin après plein de trucs de partout et tout bien entendu. Un Kamagoy n'importe quoi. Kamagoye pour la fin, pour la victoire de Kota Ibushi. À voir obligatoirement les amis. Match à voir à tout prix, c'est très bien, un peu plus de 15 minutes, il n'y a aucun temps mort encore une fois, encore plus que dans le match d'avant. Là, il y a vraiment, je trouve qu'il y a toujours un truc qui fait en sorte de ne pas t'endormir. Il y a toujours un truc qui fait paf, un pic. Alors, quand ça commence à être un peu lent, tac, il se passe un truc, du coup tu fais ah cool. Tu refais tac, il se passe un autre truc. Donc voilà, t'es jamais fatigué quand tu regardes ce combat. Enfin, en tout cas, encore une fois, c'est mon avis personnel. J'ai vraiment bien aimé un peu plus de 15 minutes de Total Non-Stop Action, encore une fois, de TNA. Voilà, c'était très très bien. Un match à voir obligatoirement et ça fera partie de mon top, c'est sûr. On y reviendra là-dessus, bien entendu, en fin de G1 Climax. Du coup, Kota Ibushi qui se retrouve à 10 points, à 2 points seulement après Okada. À deux défaites d'Okada du coup parce que Okada a 12 points mais il a encore son match contre Sanada. Donc à ce moment-là du tournoi il est encore à deux défaites d'Okada pour l'égaliser. Donc voilà, sachant que Kota Ibushi affronte Okada en dernier match de groupe. Voilà, construction, c'est bien fait, c'est bien fait. Et Tanahashi qui a eu 8 points. Tanahashi qui a perdu contre Okada, qui a perdu contre Ibushi. Mathématiquement parlant, Tanahashi éliminé. Tanahashi ne pourra pas gagner ce G1 Climax parce qu'il a perdu, même s'il gagne ses deux prochains, quoi qu'il arrive, il sera soit égalité à Okada, soit à Ibushi. Donc il gagnera pas ce G1 Climax, il ne fera pas le back-to-back. Donc Ibushi qui élimine Tanahashi comme Tanahashi a éliminé Ibushi l'année dernière. Donc ça voilà, c'est très cool. Et voilà, encore une fois, la construction du G1 Climax qui est toujours très très bien. Donc voilà, c'est vraiment très très bien du suspense. On s'en doutait un peu, bien entendu. C'était ce que beaucoup de gens espéraient, attendaient. Mais voilà, ça reste quand même très très cool. Et on passe du coup à ce main event. Et je vais prendre un petit coup de vapote, je m'en excuse. Voilà. Et on passe du coup à ce main event de ce bloc A de cette journée 13. Donc c'était Kazuchika Okada qui avait 12 points, 6 victoires, 0 défaites. Il n'avait pas encore perdu dans ce G1 Climax. Et même depuis qu'il avait pris le titre IWGP. Et donc face à lui, il faisait face à Sanada qui avait 4 points. Lui par contre Sanada c'est un peu plus compliqué. Il est toujours à accrocher pas loin de gagner ses combats. Mais à chaque fois il perdait parce qu'il voulait toujours trop en faire tout ça. Et donc voilà, à chaque fois il perdait, donc il avait que 4 points dans ce G1 Climax pour le moment. Et un autre stat assez intéressante également, il n'avait jamais gagné contre Okada. Sur ces 3 rencontres, je crois qu'il a eu contre Okada, il n'avait jamais gagné. Je crois qu'il a déjà eu un match à la New Japan Cup, genre l'année dernière, il avait perdu. Il avait eu un au G1 Climax l'année dernière, il avait perdu. Il avait eu un pour le titre, il avait perdu. Je crois que c'est un truc comme ça, je sais plus. À un moment, il était cut under pour le titre IWGP avant que Okada le perde contre Omega. Et il avait perdu également contre Okada.
Donc voilà, à chaque fois dans des matchs hyper serrés, à chaque fois dans des super combats, là ça n'a pas loupé. C'était un excellent combat, encore une fois. Du grand classique, c'est comme ça. Tac, 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 tac. Et puis à la fin, ça commence bas. Et puis à la fin, ça monte, ça monte, ça monte. Et à la fin, ça explose. Des comptes dans tous les sens, vous vous en doutez. 29 minutes de combat. Il faut prendre son temps. Mais moi, j'ai noté à 29 minutes de combat parfait. Il y a tout ce qu'il faut dans un combat de catch. Il y a de l'intensité, il y a du storytelling, il y a des gros coups Steve, ça se met bien dans la gueule, il y a des segments, des enchaînements de prises qui sont vraiment très très cool. Il y a vraiment peu de temps mort, je trouve, du grand classique. Vraiment un 5 étoiles, 5 étoiles plus, 5 étoiles et demie, peu importe ce que vous mettez, mais c'était vraiment très très bien, très très bien. Ils ont tout fait ce qu'il faut faire dans un combat de catch en fait. Donc moi, je vois aucun défaut dans ce combat-là. Et pareil que pour Kota Ibushi contre Tanahashi, j'y voyais aucun défaut. Et clairement, voilà, c'était vraiment très très bien, très 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 bien. Ne passez pas à côté, je vous ai pas fait du play-by-play parce que j'ai pas trop le temps et je veux aller assez vite, mais voilà, ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté de ce match, ça peut faire partie des, peut-être pas des matchs de l'année, mais en tout cas, il sera dans le top 10, pardon. Je pense. Du coup, upset de Sanada, parce que oui, Sanada gagne, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec, il enchaîne donc son Dragon Sleeper pendant très longtemps. Dragon Sleeper où Okada, il est bleu. Okada est bleu pendant ce Dragon Sleeper. On voit la mâchoire d'Okada, on voit ça un peu sa tête, il est bleu. Le sang est coupé, quoi. Il n'y a pas de sang qui monte à sa tête. Enfin, il a une façon de porter le Dragon Sleeper, on peut dire, ouais, c'est comme le Paradise Lock, c'est un peu baisé et tout, c'est pas réaliste et tout, mais il porte. On a vraiment l'impression qu'il. Enfin, c'est vraiment super bien porté, je trouve, le Dragon Sleeper de Sanada. En tout cas, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Et donc voilà, il lui porte son Dragon Sleeper en fin de combat. Okada, tiens, je crois qu'il y a une espèce de, je crois qu'il y a un pile driver, je crois qu'il contre. Okada reprend l'avantage, puis au final il y a un contre. Il reprend Dragon Sleeper, tac tac tac. Il le met au sol, moonsault. Ah oui, c'est ça. Il fait le Dragon Sleeper, il va pour partir sur le moonsault et Okada met les jambes. Mais après Sanada reprend, il reprend en Dragon Sleeper quand il contre le pile driver de Okada et il reprend Okada en Dragon Sleeper. Il fait un peu, voilà, il le met au sol. Moonsault 1, Moonsault 2, tombé 1, 2, 3. Upset de Sanada, parce que après, au bout de 4 matchs ou 3 matchs, c'est sa première victoire contre Okada. Et upset, oui, mais attendu. Je vous l'avais dit, les amis. Là, pour le coup, là, je suis assez content, mais j'étais pas le seul à l'avoir dit. Il y a plein de gens qui l'avaient dit. Clairement, voilà, on s'en doutait qu'Okada allait perdre, et c'était le meilleur moyen, je pense, de faire perdre contre Sanada. C'était plusieurs fois qu'il essayait de le battre. Je vous ai dit, s'il y a Royal Quest, qui est, je crois, le prochain gros show de NJPW, pourquoi pas en Angleterre, s'il y a Okada Sanada en main event, ça se prend, hein. Je pense que les fans français qui vont là-bas, ils se disent Okada Sanada main event pour le titre. On prend totalement, carrément, avec plaisir. Donc voilà, donc c'était vraiment un bon combat, très très bon combat, enfin 5 étoiles, plus de 5 étoiles. Hein. Voilà, j'ai adoré, très très bien. Ne passez pas à côté les amis. Victoire du coup de Sanada 6 points et Okada 12 points. Donc voilà pour cette journée. 13, on a pris un peu de temps, je m'en excuse, mais voilà, c'est normal. On arrive en fin de tournoi, il y a quand même beaucoup de trucs à dire, mine de rien, je peux pas juste vous dire le match est bien. Allez, on passe à la suite. Sinon, il n'y a aucun intérêt, bien entendu. Donc du coup, dans ce bloc-là, donc j'ai pas pris les images, je m'en excuse. Dans ce bloc-là, on a Okada qui a 12 points. Okada qui rencontre Evil et Ibushi. Donc voilà, donc dans les prochaines journées, je sais plus quand c'est. Donc Evil et Ibushi. On a Ibushi qui rencontre. Ibushi, je sais pas qui rencontre la Kenta. Non, Kenta il y a déjà eu aux premières journées. Ibushi doit rencontrer Bad Luck Fale peut-être. Non, Bad Luck Fale il y a eu. Zack Sabre Jr. Je pense que c'est Zack Sabre Jr. qui rencontre. Vous savez quoi, je vais aller vérifier parce que sinon je vais dire des conneries. Je crois que Ibushi rencontre Zack Sabre Jr. Ouais, effectivement. NJPW World. Voilà. Alors, prochaine journée. Hop, voilà. Donc, Ibushi, Zack Sabre Jr., effectivement. Et Evil Okada. Donc, si
Ibushi gagne, Ibushi se retrouve à 12 points. Très bien. Si Evil gagne, Evil a 10 points. Et Okada, égalité avec Ibushi. Du coup, tout se jouerait sur la dernière journée. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, si Ibushi veut avoir une chance, logiquement, de pouvoir gagner, il faut que Okada perde. Parce que si Okada gagne, et il aura du coup 14 points. Ibushi aura, s'il gagne contre Zack Sabre, il aura 12 points. Donc 14-12. Ah si, non, c'est jouable encore, bien entendu, parce que c'est Ibushi Okada. Donc tout est jouable. Tout est jouable. Evil peut encore, mathématiquement, il peut encore gagner. Il faudrait qu'il... Là, je sais pas. Il a donc là, il a Okada. Et à la dernière journée, il a... Je sais pas qui c'est qu'il a. Je sais pas qui c'est qu'il a, je sais plus. Je vais aller voir autrement, je m'en excuse. Je suis désolé, mais je suis un peu obligé de voir comme ça aussi parce que ça permet aussi d'en discuter avec vous et puis de faire le point. Mais voilà, je vais vous trouver tout ça. Du coup, les amis, on y est. Donc, prochaine journée. Donc, c'est le 7 août. Le 7 août, donc, comme j'ai dit, on a Okada et Evil. On est d'accord. Après, on a donc Okada Ibushi donc dans la dernière journée et Evil à Lance Archer. Donc en gros, rien à voir avec le gros truc. Donc je pense qu'Okada va gagner contre Evil. Clairement, je pense qu'Okada va gagner dans un match hyper serré. Voilà. Et en gros, ça va jouer que Okada et Ibushi vont finir à égalité. Et que soit ils vont choisir de faire gagner Okada. Et du coup, Okada ne sera pas à égalité à Ibushi va gagner de 4 points. Ou soit Ibushi va égaliser Okada et comme Ibushi aura gagné contre Okada, du coup ils seront tiebreaker. Ibushi va gagner, il va passer en finale. Je pense partir sur cette deuxième solution. Je vous l'ai dit, pour moi ça va être Ibushi Jay White. La finale, je vous l'ai dit depuis le début. C'était Ibushi Jay White ou Ibushi Naito. Il partirait quand même plus pour Ibushi Jay White, je pense. On va voir, en tout cas, on va voir. Donc voilà pour cette journée du bloc A. Je vais essayer d'aller plus vite, sinon on va faire 1 heure de vidéo et c'est pas bon du tout. C'est pas bon. Le bloc B, c'était aujourd'hui, c'était ce matin à 8h du mat. Il fallait se lever un peu tôt, mais bon voilà, je me suis levé tranquillement. Après j'étais faire un petit déménagement chez quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être. Et donc voilà, donc ça m'a permis de bien me lever tranquillou, bilou. Premier match, je vais aller très vite sur les matchs qui m'ont peu intéressé pour gagner du temps. Tomohiro Ishii, 6 points. Contre Toru Yano, 6 points. Match super cool. Pas incroyable, mais premier match de Yano à voir. Yano, je trouve qu'il fait un très très bon G1 Climax. Parce que là, déjà la différence comparée aux autres matchs, c'est que ça durait plus de 5 minutes. Il y a même Kevin Kelly qui a dit dans les commentaires, il a dit Toru Yano bat son record de ce G1 Climax en termes de temps du match. Le match a dû durer 6 minutes. Et en moyenne, les matchs de Yano, c'est 2 minutes 30 ou 3 minutes, je crois, dans le G1 Climax. Donc voilà, donc c'était assez marrant. Je ne vais pas vous faire du play-by-play dans ce combat pour gagner, du temps. Mais clairement, ce que j'ai bien aimé dans ce combat, c'est qu'on a vu un Yano au début un peu faire le con comme d'habitude, essayer de tricher tout ça. Mais après, on a vu un Yano hyper combatif. Il a même au point de mettre KO un moment Ishii sur un coup d'avant-bras. Ça fait du slotfest entre les deux et tout. C'était cool. Un très très bon Yano. Yano, on sait que c'est un bon catcheur. Il a des bases de lutteur amateur. Donc c'est pas quelqu'un qui fait que de la merde. S'il a envie de catcher, il sait catcher. Et c'était vraiment très très bien. Ishii a quand même gagné en prenant la victoire grâce à son brainbuster. Mais voilà, c'était vraiment très très bien. Un très très bon combat. Clairement un très très bon combat. J'ai vraiment bien aimé. C'est à voir, c'est pas un match incroyable non plus, mais voilà, si vous êtes habitué au Yano rigolo qui fait des conneries, voilà, là vous avez un Yano assez serious business et c'était vraiment très très plaisant. On enchaîne. Alors là, ces deux matchs-là, je vais aller très vite parce que je les ai vus partiellement. Parce que donc c'était Juice Robinson contre Taichi. Clairement, moi dans le délire, de base, je m'en doutais que Taichi allait gagner. Parce que voilà, Juice avait 6 points. Taichi en avait 4. Et pour le bien, que tout le monde soit à peu près équilibré, tout ça, c'était aussi bien que Taichi gagne. Donc voilà, c'était
c'était mieux si Taichi gagne. Donc je m'en doutais un peu que Taichi allait gagner. Et puis j'étais pas, voilà, il était 9h du match, j'avais pas envie de me faire chier un peu. Bon, c'est pas que c'était pas inintéressant, mais j'avais pas envie de m'embêter plus que ça à le regarder. Donc je l'avais dans le son, mais en même temps à côté je préparais mes reviews, je prépare déjà mon blog texte et tout. Donc voilà, je faisais autre chose à côté. Et donc voilà, je l'ai très peu vu, j'ai vu certains trucs, ça avait l'air plutôt pas mal. J'ai vu un côté un peu plus agressif de Miyo Abe qui à un moment est intervenu en mettant une claque à Juice Robinson. Donc là j'ai trouvé ça cool. On a l'impression qu'un peu la façon que Taichi, la relation qu'il a avec Miyo Abe a un poil changé avec le dernier combat. J'ai l'impression en tout cas. Ça m'a fait cette impression là, je sais pas si vous également vous l'avez eu. Mais n'hésitez pas à me le dire si vous avez trouvé ça également. Donc voilà, donc victoire quand même de Taichi. Il y a des interventions avec Kanemaru, tout ça, du classique, de l'overbooking sur un match sympa, mais sans plus. Voilà, de ce que j'ai vu. Victoire de Taichi du coup qui a 6 points. Égalité à Juice également qui a 6 points. Et Yano qui a 6 points, j'y reviendrai, mais ils sont pleins à 6 points dans ce bloc B. Et ça c'est plutôt cool. Ensuite on avait un match entre Hiroki Goto. Tac, 6 points également. Jeff Cobb, 6 points également. Pareil, match, j'ai zappé un peu. Parce que, pas qu'il m'intéresse pas, mais voilà, je pas. Bon, on arrive à un moment du D1 Climax, il y a certains matchs, tu regardes rapidement. Voilà, tu t'es pas à fond dedans, ça sert pas à grand chose. On sait que c'est pas des personnes qui vont. Automatiquement, ils ont toujours pas perdu le tournoi. En tout cas, celui qui gagne sera toujours en liste, on va dire ça comme ça. Mais. Ouais, on s'en fout quoi, ça changera pas, voilà, ça change rien. Donc du coup voilà, c'était un match plutôt sympa, ça se mettait bien dans la gueule, il y avait des bonnes souplexes. Bon voilà, j'ai noté avant le combat, je me doute que Goto va gagner. Goto a gagné, voilà, victoire de Goto, 8 points. Jeff Cobb, 6 points, victoire de Goto avec le GTR, son finish. On enchaîne, et oui, paf, la semi-final. Jon Moxley. L'ancien Dean Ambrose. Ouais, j'aime bien dire Dean Ambrose parce qu'avant je l'appelais Jon Moxley, maintenant je vais l'appeler Dean Ambrose. Juste pour faire chier les gens qui me dislike. Donc, Jon Moxley qui avait 10 points et Jay White qui avait 6 points. Si Jay White gagne, il sera plutôt très très bien parce qu'il aura 8 points, certes, mais il aura le tiebreaker contre Moxley. Donc ça veut dire que s'ils sont en égalité, c'est Jay White qui passera parce qu'il a gagné contre Moxley. Enfin, là, oui, vous le savez, Jay White a gagné contre Moxley. La différence de Naito, c'est que même si Naito arrive à 10 points égalité à Jon Moxley, bah, vu que Moxley a gagné contre Naito, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, donc il pourra pas. Il y a peu de chances que Naito gagne tout de même. Il n'y a pratiquement aucune chance, je crois, encore. Parce que là, il doit rester 2 matchs. C'est ça, hein, il reste 2 matchs. Donc on a Jay White, Juice, Naito, Cobb. Ouais, Naito va gagner contre Cobb, peu de doute là-dessus. White, Juice. Je pense que White va gagner quand même. Mais on a Goto Moxley. C'est compliqué quand même. Et la dernière journée, on a donc Juice Moxley et White Naito. Donc je pense qu'ils vont partir sur la finale White Naito. Donc on verra bien, j'y reviendrai. Hein. En fin de review, on va parler du match là. Jon Moxley, Jay White. Pour que ça soit un peu mieux. Il y a eu. C'était un match qui était. On va dire que c'était un très très bon match WWE, j'ai trouvé. On a vu plein de trucs qui étaient très habituels du catch américain. Dans la façon de construire un combat, tout ça. Je pense que ce match-là chez WWE, c'est 5 étoiles. Donc voilà, moi je l'ai noté comme ça. Je me suis dit que c'est un match US. Mais le problème, c'est que dans une structure comme la New Japan, où on est dans l'habitude de voir du style un peu plus japonais, ça mérite peut-être pas un 5 étoiles parce que bon voilà, c'est du. Je veux pas revenir sur le play-by-play encore parce que c'est un super combat, il y a une bonne brawl, ça se met bien dans la gueule. Il y a de l'overbooking mais pas trop, juste bien dosé comme il faut, je trouve. Il y a du très bon storytelling, voilà, c'est très bien, franchement c'est bien.
Jay White est un super heel. J'étais énervé, je m'en doutais qu'il allait gagner, bien entendu, bien entendu. Mais là, pour le coup, j'avais envie de voir John Moxley gagner. Je voulais, j'ai marqué. Je fais putain, non, fait chier. White a gagné encore. En plus, il gagne un peu une fin controversée, histoire de voilà, de faire perdre John Moxley, mais pas non plus le faire perdre clean pour qu'il en sorte moins bon. Là, il sort pas moins bon de ce match-là, John Moxley. Au contraire, il s'est fait piégé. Il y a eu un piège. Et exactement pareil contre Toru Yano d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est vraiment très très bien fait. T'as ça chez VVE, c'est 5 étoiles. Tout le monde apprécie, c'est cool et tout. Là, chez New Japan, il y a certains qui vont dire ouais, mais je regarde New Japan pas pour voir VVE. Bon, on sait le côté américanisation de la New Japan, même si clairement moi ça me dérange pas. Et c'était vraiment un très très bon match. Et ça fera sûrement partie de mon top. C'était vraiment très très cool. Très très cool. Je vous dis pas ma note. Je garderai ça pour plus tard. Je pense que j'y reviendrai là-dessus lors de mon bilan. Mais clairement, généralement, de toute façon, moi je vous le dis, hein, ma façon de noter, c'est simple. C'est les matchs que j'adore, que je trouve bien, que je trouve que je me fais pas chier. Comme je vous dis, j'ai tout le temps ce système de je regarde mon portable. Si je regarde une fois mon portable, ça enlève une étoile parce que c'est-à-dire qu'à un moment, je me fais chier. Si je regarde pas du tout mon portable, généralement, je mets 4,5, 5. Parce que ça veut dire que je me suis amusé dans ce combat, clairement. Et là, franchement, j'ai vraiment trouvé un très bon combat, mais je trouve qu'il manquait un petit truc quand même. Ça manquait un peu de côté fou. Mais ça restait quand même très très plaisant, hein. Moi j'adore Jay White, j'adore John Moxley. Voilà, et puis John Moxley, on sait, c'est un brawler, c'est pas non plus un catcheur incroyable, donc ça manquait un peu de in-ring pur, voilà, on va dire, pour que ça soit encore mieux que ce que c'est. Mais voilà, c'était quand même pas mal, c'était quand même plus que pas mal, c'est même très bien. Mais bon, je comprendrais si certains d'entre vous l'ont moins aimé. Clairement, je comprendrais. Moi, j'ai trouvé ça très bien, hein, voilà. J'ai trouvé ça très très bien quand même. Mais voilà, j'ai bien ragé. La victoire de Jay White, j'étais un peu dégoûté. Du coup, comme je m'en doutais, hein, White qui gagne, White qui a 8 points, Moxley qui reste à 10 points, qui reste encore premier de ce groupe. Mais attention, Moxley est en loser streak. En loser streak, donc ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué pour lui, on s'en doute. Je vous l'ai dit, pour moi, Moxley n'ira pas en finale. Je n'y crois pas. Peut-être qu'ils vont me surprendre, mais je n'y crois pas. Pour moi, ça va être White. Ils sont partis là-dessus. Voilà, démarrage difficile. Il perd contre tous les membres de Chaos. Et là, il remonte petit à petit. Il va gagner. Donc, je vous ai dit, ses prochains combats, hein, White. C'est White, il a Juice Robinson. Ouais, non, maintenant, non. Ils sont obligés de faire gagner Juice, de toute façon. Ils sont obligés. Ah, quoi que, attends. Si Juice gagne contre Jay White. Ouais, mais non, ils vont pas faire. Mais non, c'est impossible que Juice gagne contre Jay White. Parce qu'ils vont pas faire gagner le groupe par Juice. Je pense pas, même si j'aimerais beaucoup. Mais j'y crois pas une seconde. Donc non. Jay White va gagner contre Juice et va gagner contre Naito en finale. Voilà, c'est ça. Ça va être ça. C'est parti là-dessus. À moins qu'ils me surprennent, peut-être. On espère. On va passer au main event, les amis. On va aller vite. Bah voilà, j'ai sué. C'était trop bien. C'était très très bien. Très 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 bien. Clairement. Note importante, si Naito perdait, c'était celle de la fin dans ce tournoi, clairement. Donc c'était un match hyper important pour lui. J'espérais voir Takagi gagner dans le sens, je l'avais dit, pour moi Ospreay, j'aurais voulu le voir gagner contre Okada. J'aurais voulu voir Takagi gagner également contre Naito. Ça a été pas du tout le cas sur les deux, hein. Les deux ont perdu comme ça à chaque fois. C'était un très très bon match. On avait vraiment l'impression que Naito a dit à Takagi, bon, on est en équipe, montre-moi que j'ai bien fait de te choisir. Et la preuve, parce qu'à la fin du combat, quand Naito gagne, tout ça, il fait un petit discours au micro, comme d'habitude à chaque main event, où le gagnant a le temps pour parler au micro, au public, tout ça. Et il dit Shingo, quand je t'ai choisi, j'avais peu de doutes sur le fait que j'avais bien fait de te choisir pour Lost Finger Burn à la place d'Erapon. Mais ce match contre toi ce soir m'a prouvé que j'avais fait le bon choix. Donc voilà. C'était ça un peu l'histoire du combat. C'était même totalement ça. C'était Naito qui voulait voir, tester Takagi, voir si vraiment, est-ce que je ne me suis pas trompé, est-ce que j'ai fait le bon choix, j'ai choisi la bonne personne pour remplacer Hiromu. Hiromu Takahashi, hein, on espère qu'il va bien lui. Et donc voilà, c'était ça l'histoire du combat. Et donc du coup, ils se sont mis plein la gueule du début à la fin. Mais c'était bien. C'était bien. C'était long, mais bien. C'était vraiment très très bien. Je sais pas combien de temps il a duré ce match, mais c'était cool quoi.
L'ambiance était folle, vraiment une super ambiance. Moi j'avais regardé juste avant Triple Mania un peu certains matchs. L'ambiance de Triple Mania, c'est tellement mal produit la Triple A que l'ambiance est à Yesh. Donc du coup tu passes de Triple Mania à ça, tu fais waouh le bruit quoi. Je trouve la production de NJP de mieux en mieux, hein, clairement de mieux en mieux. Euh, et franchement voilà c'était super bien, plein de encore une fois, je vais pas dire move par move, mais il y a plein de trucs qui sont cool. Regardez ce match, profitez-en, c'est vraiment un match à voir, c'est du très très grand combat. Moi j'ai vraiment adoré ce match, il y a plein de moves qui sont super cool, il y a des enchaînements de coups où ils se mettent bien dans la gueule et tout, c'est vraiment très très cool, très très cool. Victoire de Naito avec un Destino, Naito qui a le même nombre de points que Jay White. Tout va se jouer en finale, je vous le dis déjà les amis. Oui, bien entendu, on s'en doute. Ça va jouer entre White et Naito. La question c'est de qui vont mettre en finale. Moi j'ai dit White pour moi. Je pense White. White Ibushi en finale pour faire rager tout le monde. C'est parfait. Parce que tout le monde va vouloir voir Ibushi gagner. Alors, hormis Céline, on lui fait des bisous. Céline va vouloir voir Jay White gagner. Il y a peut-être certains d'entre vous également qui va vouloir voir Jay White gagner. Mais moi, s'il y a Ibushi White, même si j'adore White, mais j'adore le détester parce que c'est un très bon heal. Mais je veux voir Ibushi gagner. Je veux pas voir White. Voilà, je suis pas le seul, je sais bien. Mais je pense pas qu'ils vont mettre Naito Ibushi. Même si j'aimerais beaucoup et on l'a déjà vu plein de fois cette année. Donc c'est pour ça aussi. Le fait qu'on l'a déjà vu plein de fois et tout, je pense qu'ils vont mettre White Ibushi. Ça me paraîtrait on va dire que le pix à 1,50 de cote, c'est Ibushi White. Le gros pix pour moi, ça serait Okada Moxley. J'y crois pas une seconde que ça soit Okada Moxley. Ça serait bien comme finale, hein. Franchement, Okada Moxley, ce serait cool. Mais j'y crois pas une seconde quoi, à cette finale. Alors là, je pense que la cote, elle est de 50. Okada Moxley, il n'y a aucune chance. Qui est un des deux, peut-être, et encore, putain. Okada, peut-être, mais ah, non, je pense pas, je pense pas. Alors, en tout cas, j'aimerais que ça soit un des deux parce que ça veut dire j'aurais été très surpris du résultat. Donc ça c'est cool, on demande à être surpris. Mais ça m'étonnerait quand même. Soyons honnêtes entre nous, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Donc voilà pour cette review du jour 13 et 14. Ça a été un peu long, je m'en excuse, mais là c'est normal, on commence à arriver à la fin du tournoi. Et j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai eu un peu l'explication au début de vidéo, je m'en excuse d'ailleurs de vous avoir fait profiter ça, même si voilà, mais ça me fait plaisir de le dire parce que de toute façon, on peut nous aimer ou pas, Minou et moi, quoi qu'il arrive, on arrêtera le jour où on aura décidé. Voilà, même s'il y a des gens qui nous aiment pas, peut-être parce qu'on est un peu trop grande gueule, ça déplaît des fois, mais c'est pas grave, vous nous aimez aussi parce que on est grande gueule et qu'on dit ce qu'on pense, on se dit pas, tiens, peut-être qu'on va vexer une personne. On essaye d'être le plus constructif. Généralement, bon là, quand je parle d'Iwan, je pense pas que je vais blesser Naito. Hein, je pense pas que Naito, je pense pas qu'il va m'écouter, tu vois. Mais je parle surtout quand on parle catch français, vous en doutez. On essaye d'être le plus honnête et dire ce qu'on aime ou pas en tant que fan. On a du grand respect pour tous les workers. J'en ai été un. Je sais ce que c'est quand même, hein, d'être worker. Vous en doutez, je pense que vous l'avez compris si vous suivez les revues du catch. Donc voilà, je sais tout le sacrifice qu'il y a à être worker. Et c'est pour ça que des fois, dans mes reviews, dans ma façon de voir un match, j'ai de la compassion envers les catcheurs parce que je sais toute la difficulté de s'entraîner tous les jours pour être catcheur et tout ça. Même si moi, je me suis réellement entraîné beaucoup, genre 2 ans, où j'étais assez à fond dans le catch. Mais après, j'ai clairement vite arrêté parce que je me suis dit non, Cody, t'es pas fait pour ça. Clairement, arrive un moment, faut se le dire. Tu vois, faut pas avoir peur de. Voilà. Mais donc voilà, je sais tout ça. Donc c'est pour ça que des fois, peut-être, je peux être un peu trop compréhensif avec les catcheurs. Donc je vois certaines personnes qui critiquent vachement un combat. Moi, j'ai envie de leur dire, mais non, c'est. Voilà, j'essaie toujours de me dire, putain, à leur place, j'aurais jamais fait mieux. Donc, moi, je trouve ça bien. C'est un peu ça que je me pose comme question tout le temps quand je fais des reviews. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous pensez, comment vous jugez un combat, qu'est-ce qui vous plaît dans un combat. Ça m'intéresse ce genre de truc aussi. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé, bien entendu. Et puis un petit commentaire, un petit partage. Voilà, vous connaissez la musique. On se retrouve, on a encore 5 émissions sur le G1 Climax, les 4 dernières journées. Plus la finale, plus une 6e où je ferai le bilan. Sûrement comme l'année dernière, peut-être un peu plus monté. Je verrai bien si j'ai le temps. Mais en tout cas, voilà.
merci à vous tous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à vous tous pour le soutien. Bienvenue à tous ceux qui vont s'abonner dans le futur et qui s'abonnent actuellement. Merci à vous tous en tout cas. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos avec vous. On se retrouve très bientôt pour la suite du journal du G1 Climax sur la chaîne des rebuts du catch et également pour la suite des rebuts avec le rebut hebdo jeudi prochain. Voilà, on va parler de SummerSlam, on va parler de Triple Mania, puis il y aura sûrement des news. Voilà. Et une petite pensée, Harley Race, RIP, voilà, très très grand catcheur qui nous a malheureusement quitté il y a quelques jours. Voilà. Je vous fais des bisous, c'était Cody McLeod et comme on dit chez nous, Banzai et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao.